Emmanuel Gutmann, c'est à vous. Vous êtes directeur général de Streetlab. Streetlab, c'est une société de services créée par l'Institut de la Vision et par l'Université Pierre et Marie Curie. Le titre de votre présentation, Utilisation du cinéma pour évaluer l'autonomie des malvoyants. Bonjour, je vous remercie pour l'accueil. Donc, en deux mots, où est Streetlab? Donc, c'est une plateforme rattachée à l'Institut de la Vision, qui est un centre de recherche universitaire focalisé exclusivement sur la lutte contre la cécité et toutes les compréhensions des mécanismes visuels. Donc là, je vais focaliser l'intervention sur des nouveaux outils d'analyse qui permettent d'évaluer l'autonomie des personnes déficientes visuelles. Donc déjà, pour qu'on parle tous de la même chose, donc les déficients visuels, d'après la définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est des personnes dont la vision corrigée du meilleur œil a une vision inférieure à 3/10 et un champ visuel inférieur à 20 degrés. Donc dans cette définition-là, on a à peu près en France aujourd'hui 2 millions de personnes et une prévision à environ 3,54 millions d'ici 2030. Donc on n'est plus dans des maladies rares, c'est les maladies les plus connues en Occident, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, le glaucome. Et donc aujourd'hui, quand il y a des médicaments qui arrivent sur le marché ou des dispositifs médicaux, il n'y a pas d'outil d'analyse qui permet d'évaluer de manière objective, c'est-à-dire avec des marqueurs qu'on puisse mesurer, si ces médicaments apportent réellement quelque chose dans la vie quotidienne et dans leur amélioration dans la vie dans la cité. Donc aujourd'hui, quand un médicament est mis sur le marché, c'est des tests dans le cabinet d'ophtalmologie qui permettent de faire des tests de sensibilité au contraste, de combien de lettres on arrive à lire, de tests de couleur, et après des questionnaires de qualité de vie. Donc aujourd'hui, il y a énormément de traitements qui sont sur le marché où les gens prennent le traitement, mais pour autant, ils ne peuvent plus faire leurs courses seuls, ils ne peuvent pas être autonomes pour faire la cuisine ou pour lire un livre. Donc les maladies les plus récurrentes, comme je vous le disais, donc on va dire c'est deux types de symptômes. Donc on a les maladies qui dégradent complètement la vision centrale, donc particulièrement la DMLA. Donc c'est des personnes qui n'ont plus du tout la possibilité pratiquement de lire et de reconnaître des visages. Et l'autre type de symptômes, pour des maladies un peu plus rares en Occident, les rétinites pigmentaires, c'est des personnes qui ont la vision périphérique complètement détruite et du coup qui perdent la perception du mouvement. Donc c'est des personnes qui ont de plus en plus de mal à se déplacer en ville. Donc voilà, donc quand on a compris les symptômes, donc les outils d'analyse qu'on veut développer, c'est quand je fais une extrapolation au cinéma, c'est qu'on a équipé en fait à l'Institut de la Vision une plateforme qui ressemble à un studio de cinéma, qui est une plateforme d'à peu près 80 mètres carrés, équipée d'un décor de théâtre qu'on a équipé de capteurs de mouvement. Donc c'est ce qu'on trouve dans tout le cinéma de synthèse. Donc ça veut dire que les sujets qui participent au test portent des combinaisons et sur toutes les articulations, on va leur poser des pastilles réfléchissantes à l'infrarouge. Et on peut, grâce à des logiciels, du coup, traquer complètement le squelette. Donc on va avoir un squelette qui se déplace conformément au mouvement du sujet. Et en parallèle, on va les équiper de systèmes de capteurs de stratégie de regard. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir où est-ce qu'ils regardent et comment ils se déplacent. Et du coup, quand on va imposer des tâches, on va pouvoir essayer de comprendre quelle est leur stratégie de déplacement et quelle est leur vitesse de déplacement. Donc on peut avoir des tâches... Par exemple, on va leur demander d'aller d'un point A à un point B, de pouvoir éviter des obstacles. Et en comparant des sujets malades à des sujets sains, donc des sujets qui ne sont pas atteints de pathologie visuelle, on va pouvoir essayer d'observer des différences. Après, on équipe les personnes aussi de ce qu'on appelait des gants haptiques, c'est des gants à retour d'effort, pour voir l'appréhension des objets, la vitesse de saisie d'objets, la stratégie pour repérer un objet. Donc tous ces capteurs-là, aujourd'hui, ne sont jamais utilisés dans l'évaluation clinique aujourd'hui. Donc tout le travail de l'Institut de la Vision, c'est de voir comment, à partir de tâches simples, on arrive à créer des standards. On arrive, avec les autorités de santé, à démontrer qu'une tâche simple, reproductible, est discriminante entre un sujet sain et un sujet malade. Donc du coup, là, on a développé, c'est des boîtes qui travaillent plus particulièrement avec l'armée, des logiciels de scénarisation de tâches, qui permettent de rendre les tâches indépendantes de l'expérimentateur. Ça veut dire que, quelle que soit la personne qui évaluera le sujet, on aura exactement les mêmes conditions et le sujet fera exactement le même protocole. Du coup, on pourra être reproductible et faire des vraies analyses statistiques. Donc, je vais vous donner deux exemples pour essayer de caractériser ça. Donc, on a fait une première expérience avec des personnes donc, atteintes de rétinite pigmentaire. Donc, c'est des personnes, comme je le disais, qui ont la vision centrale qui est dégradée et périphérique qui est dégradée. Et une des particularités, c'est que c'est des gens qui sont très sensibles à la lumière et qui ont une très grosse difficulté à se déplacer à la pénombre. Donc on a équipé la plateforme donc de dalles LED qu'on peut maîtriser. Donc on s'est mis en conditions d'éclairage à 5 lux, donc c'est vraiment les conditions de pénombre. Et on a pris un groupe d'une trentaine de personnes atteintes de rétine pigmentaire et un groupe de 30 personnes saines.
Et donc après, on leur demande de réaliser des tâches. Et on observe qu'à partir d'un certain stade de la pathologie, la mobilité en pénombre chute énormément, donc par la vitesse de déplacement et par l'incapacité d'éviter les obstacles. Donc là, on arrive à obtenir des valeurs seuil. Donc on va pouvoir affirmer qu'à 5 lux, les personnes atteintes de maladies à ce stade-là ont une vitesse de déplacement 3 fois inférieure et un risque d'accidentologie multiplié par 5, par 10. Donc c'est ces valeurs-là qui, qu'on espère, deviendront des valeurs normées. Après, par exemple, sur le glaucome, donc là, un autre type de tâche qu'on réalise, c'est de faire des tâches d'appréhension d'objets, donc vitesse d'appréhension d'objets. Donc on va mesurer, est-ce qu'une personne atteinte d'un glaucome, au bout d'un certain stade de la pathologie, a des difficultés d'appréhension d'objets. Voilà. Donc c'est ce type d'approche qu'on essaie de démontrer. Donc la difficulté, c'est qu'on travaille qu'avec des personnes malades. Donc les maladies dont je vais parler, l'observance c'est surtout au-delà de 60 ans en France. Donc ça veut dire que même si on prend la DMLA commence à devenir très handicapante après 75 ans. Les personnes qui se font injecter dans l'œil atteintes de DMLA, la moyenne d'âge à l'hôpital des 15-20 est de 78 ans. Donc c'est des personnes qui peuvent être fatiguées. Donc déjà, il faut accepter la pathologie, accepter, parce que c'est douloureux quand même les injections, de venir passer après 3-4 séances dans la plateforme de 3 heures pour participer à la recherche. Donc on a déjà la difficulté liée à la mobilisation des sujets. Après, on peut travailler sur des maladies rares aussi. Donc là, il y a des maladies sur lesquelles on travaille. Il y a peut-être 400 malades en France. Donc après, pour avoir des stats valables, il faut des fois des groupes de 20-30 personnes. Donc récupérer 30 malades sur 500, on sent la difficulté. Donc en parallèle, on travaille sur de la modélisation mathématique pour essayer de prédire le comportement d'un œil malade pour réaliser une tâche. Donc là, c'est des chercheurs spécialistes en réseau neurones et en techniques d'apprentissage qui essayent, au fur et à mesure où on a des données qui remontent des tests terrain, de modéliser, et on peut imaginer que dans une dizaine d'années, on sera capable de prédire des comportements. Et une dernière utilisation sur laquelle on travaille, c'est l'utilisation de rétine artificielle. Donc aujourd'hui, en France, il y a à peu près une trentaine de personnes qui ont bénéficié d'un implant rétinien, donc des personnes qui étaient atteintes de rétine pigmentaire, qui sont devenues complètement aveugles, donc depuis minimum 5 ans, c'est ce qu'imposaient les autorités de santé, ont reçu un implant qui permet, donc c'est de la chirurgie, on greffe au-dessus de la rétine un petit circuit intégré, la personne porte des lunettes avec une caméra qui capte l'image, qui renvoie à l'image, qui est transformée en signal électrique et qui va exciter via le nerf optique le cortex visuel. Aujourd'hui, l'état de l'art permet d'avoir l'équivalent de 60 pixels, donc sur l'image qui est projetée sur l'œil. Et donc en fait, aujourd'hui, une fois que la personne est implantée, elle ne voit rien du tout. Donc il y a des séances de réhabilitation. Donc aujourd'hui, les protocoles, c'est à peu près une journée par semaine pendant 18 à 24 mois. Et là, le rôle de la plateforme, c'est de voir comment on optimise les protocoles, comment on va créer des process reproductifs pour essayer d'évangéliser cette réhabilitation et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui puissent en bénéficier. Voilà. Et donc là, dans l'approche, qui est un peu aussi une approche translationnelle, mais vraiment avec le malade au cœur du système. Donc, ça veut dire que sans le malade, on ne peut rien faire. Sans les médecins, de toute façon, on ne fait pas de clinique sans médecins. Et après, il faut des ingénieurs et des chercheurs pour modéliser les tests, faire de la fusion de capteurs pour utiliser les plateformes, et puis essayer de trouver des solutions qui correspondent au maximum aux utilisateurs finaux, puisque c'est eux qui feront que ces produits deviendront des succès, et commerciaux et technologiques, parce qu'à un moment donné, si personne ne les achète, on ne pourra plus développer les technologies. Donc il faut absolument avoir toujours ce contact avec le malade. Et aujourd'hui, dans la plateforme, on a 1500 personnes qui ont accepté d'être volontaires, de participer à des études et d'accompagner l'Institut de la Vision pour évaluer les produits et être très critiques, puisqu'ils ne sont pas forcément à un état de fonctionnement satisfaisant aujourd'hui, et d'aider à développer les générations futures. Voilà, je vais arrêter mon... Parfait, merci Emmanuel Gutmann. Il faut quand même bien se rendre compte, si on prend toutes les données que vous avez comme ça un petit peu restituées dans votre présentation, vous dites la plupart des patients atteints de ces déficits visuels sont des personnes âgées, 78 ans, vous avez donné comme moyenne d'âge, et puis vous nous dites on leur met des combinaisons comme on a vu pour tourner Avatar sur les jeunes comédiens, combinaisons avec des pastilles partout pour pouvoir analyser leurs mouvements, on leur met des casques de réalité virtuelle. Ces personnes, sans vouloir faire du jeunisme, mais ces personnes quand même un peu fatiguées, un peu handicapées par leur déficience, qui sont plus toutes jeunes, elles se plient facilement à cet exercice d'ultra haute technologie. Alors
alors, une fois qu'elles ont accepté de participer, parce que c'est les médecins qui doivent les convaincre, puisqu'on est dans le cadre d'études cliniques, hein, donc il y a la période quand même du consentement éclairé, et dès que la personne a accepté, elles sont très preneuses, et même ce qui se passe, c'est si on ne les sollicite pas, au bout de 4-5 mois, elles vont se plaindre auprès des médecins, comme quoi elles n'ont pas été recontactées par la plateforme. Ah oui. Donc, une fois qu'elles ont envie de participer à la recherche, elles jouent le jeu à 200%. Entre parenthèses, vous recrutez... Et même ils sont demandeurs de dire quand est-ce qu'il va être sur le marché, quand est-ce qu'on va pouvoir vraiment en bénéficier, donc on a plus... D'accord. Vous recrutez si jamais il y a des gens que ça intéresse ou qui connaissent des gens que ça peut intéresser? Exactement. Ah ouais. On est preneur de toutes les personnes atteintes de DMLA, glaucome. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'engager que le produit arrive sur le marché. Alors, on a bien compris que l'intérêt de cet appareil, c'est d'évaluer la déficience de façon le plus objective possible. Parce qu'avant, on disait, est-ce que, par exemple, on donne un médicament, puis on dit, est-ce que ça va mieux? Alors, les gens, soit polis, soit parce qu'ils ont l'impression que ça va mieux, disent ça va mieux. Là, on leur donne le médicament, puis on les met dans des conditions ultra standardisées, ultra bien mesurées avec tous vos appareils, et on regarde si le médicament a un véritable effet. Vous êtes en train d'inventer une machine à détecter les placebos. Voilà. Mais du coup, l'industrie pharmaceutique a envie de financer vos travaux ou pas? Ouais, c'est plus complexe que ça. C'est vrai que c'est à double tranchant, parce que si on se met de la position des autorités de santé, ils ont intérêt à avoir des méthodes objectives pour être sûr de rembourser des médicaments ou des dispositifs médicaux qui apportent un bénéfice. Mais l'industrie pharmaceutique a intérêt aussi à avoir des méthodes objectives pour adapter la posologie et pour optimiser le traitement. Donc voilà. Donc c'est sûr que si on arrive à une conclusion qu'il y a un traitement qu'il faut retirer du marché parce qu'on a démontré qu'il n'y avait pas d'effet, on ne va pas se faire que des alliés. Mais vous pourrez aussi montrer que certains médicaments sont effectivement très efficaces. Et on va avoir l'effet contraire des médicaments qui n'auraient pas passé l'AMM, qui vont démontrer un effet sur la vie quotidienne, qui vont être mis sur le marché. Et puis vous nous l'avez dit aussi, le but ultime, finalement, pour ne peut-être pas forcer toutes les personnes handicapées par leur déficience visuelle, c'est de modéliser un œil, là encore, on revient à ces modèles, pour ensuite directement, mais ça c'est un peu le rêve ultime, tester les effets de médicaments sans avoir besoin... En fait, ce sera de la prédiction, ça veut dire que ça n'empêchera pas quand même le test sur l'homme. D'accord. Et ça veut dire que peut-être qu'on pourra réduire la taille des échantillons, parce que des fois il y a des études cliniques qui perdent 2-3 ans, parce qu'on a du mal à recruter les panels, mais il y aura toujours un test sur l'homme. En tout cas, on va en avoir besoin, parce que si j'ai bien compris, on va être de plus en plus nombreux à être concernés. Voilà. Donc continuez à travailler. Merci à vous, Emmanuel Gutmann.